Oui, bonjour. Je me pose la question, est-ce que vous voyez là l'écran? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. C'est bon? D'accord. Bon, je crois que la dernière fois, on s'est arrêté sur cette partie. On essaie de voir un cas où on a une seule particule d'un gaz ou le cas, on a généralisé un petit peu sur un certain ensemble de particules d'un gaz. Bon, je reprends les choses un petit peu parce que là, sur le PDF, le cours sur le PDF est beaucoup plus détaillé. Et j'ai reçu quelques questions sur la partie qu'on a vue ensemble la dernière fois. C'est pour cela que je reprends un petit peu les choses, mais en regardant un petit peu le cours sur PDF, puisqu'il y a beaucoup de détails. Avant de commencer, je voudrais bien savoir si vous avez des questions à poser sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Y a-t-il des questions? Je commence. Oui, monsieur. Bon, d'accord. Bon, on répète un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois et j'essaie de détailler un petit peu les choses. J'avais commencé la dernière fois par un exemple simple. On a une seule particule qui est confinée dans une boîte, par exemple parallélépipède ou cubique, et on essaie de voir, de calculer sa fonction, son énergie. D'accord? Et je commence par parler de donner un exemple d'une particule qui est confinée dans une boîte. D'accord? Alors, là, normalement, pour calculer la densité d'état et l'énergie, là, on est obligé de passer par le traitement quantique. Ça, vous l'avez déjà vu en mécanique quantique avec M. Camilli, mais je reprends un petit peu les choses d'une manière un peu, je dirais pas détaillée, mais je reprends juste les choses dont on aura besoin. D'accord? Alors, pour faire ce traitement quantique, ou pour faire la résolution de l'équation Schrödinger dans ce cas-là, on va employer deux méthodes. La première méthode s'appelle la méthode des conditions aux limites strictes, et la deuxième méthode s'appelle la méthode des conditions aux limites périodiques. Alors, dans le premier cas, c'est-à-dire lorsqu'on va employer les conditions limites strictes, là, bien sûr, on va commencer par le cas d'une dimension, et après, on va généraliser à trois dimensions, d'accord? Une particule à une dimension, une particule à trois dimensions, et après, n particules à trois dimensions. Pour le cas d'une dimension, là, pour résoudre l'équation Schrödinger stationnaire de la forme h bar au carré sur 2m, la dérivée seconde de xi de x sur dx au carré est égale à e de x et de xi de x. Bien sûr, les solutions qu'on peut avoir, elles vont avoir cette forme-là. Xi de x est égal à exponentielle i k de x plus b exponentielle moins i k de x. Ça pouvait le faire à l'aide de la résolution de l'équation Schrödinger. Avec k de x, ce n'est que la racine carrée de 2mx sur h bar au carré. D'accord? Sur h bar au carré. Et du fait que notre particule elle est confinée dans une boîte, dans un puits de potentiel unidimensionnel, de longueur par exemple Lx, et de profondeur infinie. Donc, pardon, de largeur Lx, la largeur est égale à Lx, mais la profondeur elle est infinie. La méthode des conditions aux limites strictes impose que, normalement, on doit répondre à cette condition-là. Il faut que xi de 0 est égal à 0 et xi de n est égal à 0. En reprenant cette équation, ou cette solution de l'équation Schrödinger, et en remplaçant xi de 0 par 0, xi de n par 0, dans ce cas, on va obtenir l'état propre xi de x, comme quoi c'est racine de 2 sur Lx, sinus de nx pi sur Lxx. Ainsi, pour l'énergie propre, je trouve que E de nx est égal à pi au carré h bar au carré sur 2n multiplié par nx au carré sur Lx au carré. D'accord? Et nx, dans ce cas, c'est quoi? Il faut faire attention. Nx est un entier naturel non nul, c'est-à-dire qui est composé de 1, 2, 3, etc. Et nx, elle est définie par, à partir de k,
il est défini par Nx égale à Kx, Nx sur pi. Et bien sûr, on peut ici compter le nombre d'états propres tels que l'énergie est inférieure ou égale à E. Donc, si je prends cette formule-là, quels sont les états propres lorsque l'énergie, qui ont une énergie inférieure ou égale à E? Ça veut dire, si je fais passer ces constantes-là, pi au carré, h bar au carré 2m, lx au carré de l'autre côté, je vais avoir nx au carré est égal à 2me fois lx au carré sur pi au carré, h bar au carré. Donc, nx à quoi est égal? Nx est égal à lx sur pi h bar, racine de me. Donc, ça c'est quoi? C'est le nombre de micro-états ou d'états propres que je peux avoir lorsque l'énergie est inférieure ou égale à E. Ce qu'on appelait dans la partie précédente phi de E. D'accord? Phi de E. Phi de E, c'est le nombre d'états, de micro-états lorsque l'énergie est inférieure ou égale à E. Donc, je peux la calculer dans le cas d'une particule à une dimension par la formule, à partir de là, bien sûr, par Lx sur pi h bar au carré, racine de 2me. Connaissant la valeur de E, je peux connaître exactement quel est le nombre de micro-états pour que l'énergie soit inférieure ou égale à E. On est d'accord? Pour généraliser un petit peu les choses, toujours à l'aide d'une particule confinée dans une boîte, mais je vais essayer de résoudre l'équation de Schrödinger avec 3 dimensions. Donc, dans ce cas, je vais avoir comme énergie totale à 3 dimensions, c'est la somme de toutes les énergies à une dimension, c'est-à-dire l'énergie sur l'axe X, Y, Z, etc. D'accord? Autrement dit, pour Nx, pour Ny, pour Nz. Et l'état propre, il va être le produit à 3 dimensions, il va être le produit des états propres à une dimension. Voilà ce qu'on va obtenir. On va obtenir que si, c'est-à-dire l'état propre, si de x, y, z, ce n'est que le produit de 2 sur racine de lx, sinus de nx pi sur lxx, la même chose, 2 sur racine de ly, sinus de ny pi sur lyy, la même chose, 2 sur racine de lz, sinus de nz pi lzz. Si je fais le produit de ce que j'ai trouvé ici, je vais rappeler un petit peu les choses. J'ai trouvé, pardon, racine de 2 sur lx, c'est pas 2. Donc, racine 2, racine 2, racine 2, 3 fois, c'est 2 fois racine 2. Et racine de lx fois racine de ly fois racine de lz, ce n'est que le volume de ce parallélépipède. D'accord? Donc, racine de v. Du fait que v, le volume du parallélépipède, c'est largeur fois longueur fois hauteur, c'est-à-dire lx fois ly fois nc. Et l'énergie propre, comme j'ai dit ici, c'est la somme des énergies à une dimension, c'est-à-dire pour sur nx, sur l'axe des x, je vais trouver pi au carré h bar au carré sur 2n, nx au carré sur lx au carré, la même chose pour l'axe y, la même chose pour l'axe z. Donc l'énergie totale, c'est la somme des 3 énergies. D'accord? On peut remarquer aussi que cette énergie peut s'écrire en fonction de kx, ky, kz, les fonctions d'onde, par du fait que, là je l'ai dit ici, en remplaçant nx au carré par kx au carré, lx au carré sur pi au carré, autrement dit, je peux remplacer lx au carré, oui, nx au carré sur lx au carré, si je fais passer lx au carré ici, est égal, et pi au carré bien sûr, est égal à kx au carré. Donc là, pi au carré, nx au carré sur lx au carré, c'est kx au carré. La même chose, pi au carré, ny au carré sur ly au carré, c'est ky au carré. La même chose pour kz au carré. Donc, je peux trouver une équation en fonction des kx, ky, kz. D'accord? Et c'est plus simple, on va le voir après, c'est plus simple à chercher le nombre d'états quantiques dans l'intervalle E et E plus DE avec les vecteurs d'onde. Pardon, avec les vecteurs d'onde. Kx, Ky, Kz. D'accord? Alors, pour calculer phi de E, on a dit c'est le nombre de micro-états
lorsque l'énergie est inférieure ou égale à E. Bien sûr, là, on va se placer dans l'espace des vecteurs d'onde. Pourquoi les vecteurs d'onde? Parce que si je fais passer de M sur H bar au carré de l'autre côté, donc je vais obtenir de ME sur H bar au carré est égal à KX au carré plus KY au carré plus KZ au carré. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'équation d'une sphère. D'accord? C'est l'équation d'une sphère. D'accord? De rayon R au carré qui est égal à 2ME sur H bar au carré. Ça veut dire de rayon racine de 2ME sur H bar. Alors, les micro-états accessibles que je peux trouver lorsque je schématise un certain parallélépipède quelconque, ce n'est que les sommets. Comme je l'ai expliqué en TD, chaque sommet, il contient un microétat. D'accord? Et dans l'espace des vecteurs d'onde, au lieu de parler en fonction de NX, NY, NZ, en faisant des pas de 1, là, je fais des pas de pi sur Lx par rapport à l'axe des X, pi sur Ly par rapport à l'axe des Y, et pi sur Lz par rapport à l'axe des Z. D'accord? Alors, ça, on va le voir dans le schéma qui va suivre. Du fait que chaque sommet, pour ce parallélépipède, on a dit, je l'ai expliqué la dernière fois, mais je le répète, chaque sommet admet un microétat. Et en même temps, chaque sommet, il appartient à 8 autres mailles qui sont distinctes. Donc, chaque parallélépipède, il admet 8 sommets, et chaque sommet, il représente un microétat, et chaque sommet, en même temps, il va appartenir à 8 autres mailles, à 8 autres parallélépipèdes. Autrement dit, comme si j'ai en moyenne, sur un grand nombre, bien sûr, de mailles, un sommet par maille. Chaque maille, il va contenir un sommet. D'accord? Ainsi, si je veux compter le nombre de microétats, ayant une énergie inférieure ou égale à E, ce n'est que le nombre de parallélépipèdes. Comme si je vais dire qu'en moyenne, chaque parallélépipède, il va représenter un seul microétat. D'accord? Et du fait que cette formule-là, j'ai dit que c'est la formule d'une sphère, kx au carré plus ky au carré plus kz au carré, et le nombre phi de E, c'est quoi? C'est le nombre de microétats dont l'énergie est inférieure ou égale à E. D'accord? Comme quoi, dans une sphère de volume V, d'accord, et de rayon R, et ce R, c'est quoi? C'est racine de 2ME sur H bar au carré. Autrement dit, je vais tracer une sphère quelconque, bien sûr, de rayon R, et tous les états que contient ce volume de cette sphère, c'est phi de E. On est d'accord? C'est phi de E. Voilà, je l'ai expliqué la dernière fois avec ça. J'ai dit que chaque parallélépipède, il admet un sommet qui représente un microétat. D'accord? Et dans le cas général, si je représente les NI au carré, c'est-à-dire NX au carré plus NY au carré plus NZ au carré en fonction de l'énergie, je dis que cette énergie, je fixe et je cherche combien j'ai de microétats inférieurs ou égal à cette énergie. D'accord? Autrement dit, je trace un volume de tel que nx au carré plus ny au carré plus nz au carré est égal à une constante, et je cherche combien j'ai de microétats ici. Autrement dit, je cherche combien j'ai de parallélépipèdes appartenant à ce volume-là. Le nombre de parallélépipèdes qui appartiennent à ce volume-là. Remarquez ici que je représente les microétats dans un espace à nx, ny, nz. D'accord? Pour dire, par exemple, ce point-là veut dire que nx est égal à 0, ny est égal à 0 et nz est égal à 1. Là, par exemple, si je prends ce point-là, ny est égal à 1, par contre, nx ou nz est égal à 0, ainsi de suite. Donc, tous ces pointillés que j'ai ici, en vert, ce sont des microétats. Et comme chaque sommet, il est en contact avec 8 autres parallélépipèdes, donc je ne vais pas compter le microétat 8 fois. D'accord?
C'est-à-dire, ce nombre-là, je vais le diviser par 8. D'accord? En même temps, chaque parallélépipède, il admet 8 microétats. Donc, 8 divisé par 8, c'est 1. Autrement dit, je vais représenter chaque microétat avec un parallélépipède. Et lorsque je vais chercher combien j'ai de microétats dans ce volume-là, je vais chercher combien j'ai de parallélépipèdes, d'accord, de parallélépipèdes dans ce volume que j'ai ici, en divisant le volume de cette sphère par le volume d'un parallélépipède. Et là, j'obtiens directement le nombre de microétats lorsque l'énergie est inférieure ou égale à E, que j'ai considéré ici est égal à un constant. Là, pourquoi je passe de cette représentation à l'autre, on a les vecteurs d'onde, parce que avec les vecteurs d'onde, je trouve directement la formule kx au carré plus ky au carré plus kz au carré est égal à r au carré. D'accord? Est égal à r au carré, qui est l'équation d'une sphère. Mais ce qui change de là à là, ce sont les distances. Ce sont les distances. Sur l'axe KX, par exemple, au lieu de passer, par exemple, là, sur l'axe NX, je passe de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Je fais des pas de 1. D'accord? Chaque parallélépipède, je considère qu'il a un côté qui est égal à 1. Que ce soit sur NX ou NY ou NZ. D'accord? Et là, chaque pas, c'est-à-dire chaque côté de ces cylindres que j'ai ici, c'est pi sur LX pour X, K de X, puis sur LY pour K de Y, et puis sur LZ pour K de Z. Donc, les côtés de ce parallélépipède dans l'espace des vecteurs d'onde, parce que là, je représente les parallélépipèdes dans un espace des vecteurs d'onde. Les côtés ne sont plus égaux à 1, mais, pardon, je fais des pas de 1, bien sûr. Et par contre, c'est pas, c'est LX, pardon, c'est LX, LY, LZ. Je reprends un petit peu la formule. Voilà. Si je remplace LX par 1, je trouve que K de X est égal à pi sur LX. Voilà. Donc, si je fais un pas de 1 sur l'espace des coordonnées NX, NY, NZ, K de X est égal à pi sur LX. La même chose, K de Y est égal à pi sur LY. Et KZ est égal à pi sur LZ. Ça veut dire que je fais des pas dans l'espace des vecteurs d'onde de LX, de pi sur LX, pi sur LY, pi sur LZ. D'accord? Là, voilà les pas que je peux avoir ou les côtés de ce parallélépipède dans l'espace des vecteurs d'onde. Monsieur. Oui. وخد accepter شي اللي يدخلوا. Ok. سي بون كنشوف غير واحد اللي دخل مي نورمالمون كان خصكم يكون عندكم لادريس انستيتيسيونيل لان العام اللي فات راه قريتو بها ما عرفتي كيفاش باقي ما عندكمش سي بون اللي كاين هاد 3 كنظن سي بون مسيو سي اوكي Voilà. Où est-ce que j'étais? Donc, les microétats accessibles au système sont compris dans l'espace des vecteurs d'onde, dans la sphère de centre l'origine, de centre O, et de rayon R est égal à racine de 2ME sur H bar au carré, parce que la formule qu'on avait tout à l'heure, avec le vecteur d'onde, est que Kx au carré plus K égale au carré, plus KZ au carré est égal à R au carré, et R, c'est racine de 2ME sur H bar au carré. D'accord?
Mais il faut garder à l'esprit que Nx, Ny et Nz sont des entiers naturels non nuls lorsque j'applique les conditions strictes. Ainsi, ces Nx, Ny, Nz sont non nuls. Ça veut dire que Kx, Ky, Kz, puisqu'il est égal à pi sur Nx, pi sur Ny, pi sur Lz, ils sont strictement positifs. D'accord? Ainsi, les micro-états accessibles ne sont contenus que dans le huitième de cette sphère. Par exemple, si cette sphère, je compte le côté négatif pour Nx, le côté positif pour négatif pour Ny, le côté négatif pour Nz, je vais diviser l'espace total, c'est-à-dire le volume de la sphère, puisqu'il va compter les côtés positifs comme les côtés négatifs, je vais ne compter que le huitième de cette sphère. C'est un peu compliqué dans le cas où j'applique les conditions strictes, d'accord, du fait que je trouve des valeurs de Nx, Ny, Nz sont des entiers naturels non nuls. D'accord? Je ne dois compter que l'espace où les Nx, Ny, Nz sont supérieurs à 0. La sphère sur 8, qu'on a le huitième. Le huitième, voilà qui est mené. Alors, dans ce cas, pour déduire l'expression de phi de E, bien sûr, phi de E, c'est quoi? J'ai dit que pour 3 dimensions, c'est le volume de la sphère divisé par 1 huitième parce que je vais compter que l'espace positif, d'accord, divisé par le volume de la sphère, divisé par le volume d'un parallélépipède, mais dans l'espace des vecteurs d'onde. Pi sur Lx, c'est le côté que j'ai ici, le côté celui-là, pi sur Ly et pi sur Lz, la hauteur. Donc, je fais le produit de ces trois-là. Largeur, longueur, hauteur. Qui est donc pi, c'est pi 3. Lx, Ly, Lz, c'est le volume du parallélépipède. Ainsi, je vais trouver que phi de E est égal à 1 huitième 4 tiers pi. Je remplace R3 par racine de 2me sur h bar au carré puissance 3. Ça veut dire 2me sur h bar au carré puissance 3. À la fin, je trouve que phi de E, combien j'ai de micro-états lorsque l'énergie est inférieure ou égale à E, c'est 4 tiers pi V sur H3 fois 2me puissance 3. Connaissant le volume de la sphère, connaissant l'énergie avec laquelle on va chercher le nombre de micro-états, et ce qui donne ce chiffre-là, c'est le nombre de micro-états lorsque l'énergie est inférieure ou égale à E. Et c'est pas ça qui nous intéresse en physique statistique, parce qu'on va calculer l'entropie, et l'entropie n'est pas liée à phi de E, mais liée à ce qu'on appelle la densité d'état, à ρ de E. Et ρ de E, par définition, c'est quoi? C'est la dérivée de phi par rapport à E. Autrement dit, ρ de E, c'est quoi? C'est le nombre de micro-états lorsque l'énergie est comprise entre E et plus DE. Si je reviens un petit peu ici, supposons que ce volume-là, je m'arrête à E. D'accord? Je m'arrête à E. Lorsque E est égal à une constante. Donc, je cherche le rayon en fonction de E, c'est racine de ME sur H bar au carré. Je trace ma sphère, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce nombre de micro-états à l'intérieur de cette sphère. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre, je dois tracer une autre sphère de rayons, au lieu de dire R est égal à 2ME sur H bar au carré, mais 2ME plus D2E, c'est-à-dire l'incertitude sur E, 2M facteur de E plus D de E, sur H bar au carré. D'accord? Donc, je vais trouver une autre sphère ici, de rayon supérieur à R, puisqu'il est égal à 2M facteur de E plus D de E, dans l'intervalle E plus D de E, et je cherche le nombre de micro-états entre les deux, entre la première sphère de rayon R et la deuxième d'énergie E, et la deuxième sphère d'énergie E plus D. Et là, pratiquement, c'est impossible de le faire. Je ne peux pas le faire. Sauf si je fais une dérivée, c'est-à-dire ρ de E. Dans ce cas-là, je compte le nombre de micro-états dans le volume V, et après, je cherche la dérivée. Et la dérivée, ce n'est que le nombre de micro-états qui existent ici. D'accord? Entre les deux sphères de rayon d'énergie E et d'énergie E plus D. Ce que je fais ici. Donc, ρ de E, ce n'est que la dérivée de phi par rapport à E.
Donc, je dérive cette formule-là par rapport à eux. Tout le reste sont des constantes. 4 pi v sur 3h3 de m sont des constantes. Il reste que la dérivée de e puissance 3 demi, c'est 3 demi racine de e. Et 3 demi, on simplifie par 4 tiers, ça donne 2. D'accord? Voilà quoi est égal ρ de e dans le cas où je résous l'équation de Schrödinger avec les conditions strictes. Qu'est-ce que ça veut dire les conditions strictes? C'est-à-dire en prenant comme condition la xi de 0 est égale à 0 et xi de n est égale à 0. La fonction d'onde lorsque x est égal à 0 est nulle et la fonction d'onde lorsque x est égal à n, c'est-à-dire les deux côtés de ma boîte, la fonction d'onde est nulle. Pour les conditions périodiques, les conditions limites périodiques, ce qu'on va faire, c'est-à-dire, on va, puisque je suis, la manipulation des conditions limites stationnaires, c'est-à-dire que xi est égal à 0, comme on l'a expliqué au début, c'est-à-dire on a pris que la fonction d'onde elle est nulle au bord de la boîte, et en général, une source de complication du calcul, c'est-à-dire elle va nous compliquer le calcul. On a vu tout à l'heure qu'on doit diviser le nombre de micro-états qu'on a trouvé par 8 parce que ça nous intéresse que la partie positive de l'espace, etc. Pour un solide, et en pratique, il y a d'autres complications. Pour un solide macroscopique pour lequel on néglige les effets de bord, il est équivalent d'utiliser des conditions aux limites périodiques, qui sont appelées les conditions de borne von Karman. Si on impose l'égalité entre xi0 et xi-n, au lieu de dire que xi0 est égal à xi-n est égal à 0, là on dit que xi de 0 est égal à xi de n. C'est-à-dire comme si on a des limites périodiques. C'est-à-dire, lorsque x est égal à 0, je prends une fonction d'onde xi de 0, la même valeur, je vais la donner à la fonction d'onde en L. Donc, xi de 0 est égal à xi de L. Et ils ne sont pas nuls. D'accord? Sont imposés que ces deux termes soient nuls. C'est ça les limites périodiques. C'est-à-dire, je donne la condition que xi de 0 est égal à xi de L sans dire que ces deux termes soient nuls. D'accord? Alors, la résolution de l'équation Schrödinger stationnaire donne désormais pour solution les ondes planes. Ça, peut-être vous l'avez déjà fait en mécanique quantique. Je le rappelle un petit peu, je rappelle que les solutions. Xi de x est égal à 1 sur racine de Lx, exponentielle de I kxx, là pour une particule à une dimension, avec cette fois-ci k de x est égal à quoi? Tout à l'heure, on a trouvé que k de x est égal à nx pi sur Lx. Et maintenant, k de x est égal à nx 2 pi sur Lx. Attention, là j'ai 2 pi au lieu de pi. Pour les conditions strictes, lorsque C0 est égal à xi de L est égal à 0, j'ai trouvé que là, le vecteur d'onde, elle est égale à Lx pi sur Lx. Mais pour ces conditions-là, où xi de 0 est égal à xi de L, mais différent de 0, j'ai trouvé que le vecteur d'onde est égal à nx 2 pi sur Lx. Mais attention, nx ici, ce n'est pas un entier naturel, c'est un entier non nul, c'est un entier relatif. C'est-à-dire, il peut prendre toutes les valeurs, que ça soit positive, que ça soit négative, et même zéro. D'accord? Donc, on va travailler dans l'espace entier. Ça nous facilite un petit peu les choses. Alors, à une dimension, cela revient à écrire que xi de x est égal à xi de x plus l. C'est ça, la fonction périodique. Comme sinus de x est égal, sinus de θ est égal à sinus de θ plus 2π, ainsi de suite. Donc, 2π, c'est une période pour la fonction sinus, par exemple. Et là, je fais de même que la fonction elle est périodique, et chaque fois, si je remplace x par 0, je vais tomber sur xi de 0 est égal à xi de L. Si je remplace x par n'importe quelle valeur, je parle de la périodicité de la fonction. Et l'énergie dans ce cas-là, d'une seule particule à une dimension, est égale à h bar au carré, kx au carré sur 2m. D'accord? Voilà, c'est le cas où je le traite comme si je fais une rotation. Chaque fois, je reviens à ma x est égal à 0, par exemple, là, qui est égal à x est égal à L. Donc, la fonction d'onde est toujours la même, puisque je fais une période de L. D'accord?
À 3 dimensions, la généralisation donne pour la fonction d'onde, je fais toujours le produit qui va donner 1 sur V exponentielle K R, produit scalaire de K R avec K, c'est KXI plus KYJ plus KZ K. Et R, la même chose, XI plus YJ plus ZK dans un espace de coordonnées cartésiennes. L'énergie, je fais la somme. L'énergie que j'ai trouvée pour l'axe des X, pour additionner de l'énergie pour l'axe des Y, additionner à l'énergie pour l'axe des Z. Donc voilà ce que je trouve dans le cas où je traite le problème avec les conditions périodiques. Donc il y a c'est pas le même, c'est pas la même énergie que je trouve avec des conditions strictes. Là, avec les conditions strictes, je crois que j'ai trouvé là 2 pi au carré h par au carré, et là, attends, je reprends un petit peu. Voilà, non, je trouve h bar au carré sur 2m, d'accord? H bar au carré sur 2m, kx au carré, non, fonction de nx, je crois. Voilà, pi au carré h bar au carré sur 2n, d'accord? Et dans les conditions strictes, j'ai trouvé 4 sur 2, ça veut dire 2 fois pi au carré h bar au carré sur n. Donc, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, en divisant 4 par 2, je trouve 2 pi au carré h bar au carré sur m, nx au carré sur nx, ainsi de suite. Là encore, on peut remarquer que l'énergie de la particule est donnée par, si je remplace 2 nx sur lx par kx au carré, 2 sur ny sur ly par ky au carré, par ky de nz sur sz par kz, je vais tomber sur la même formule avec les vecteurs. D'accord? Parce que les vecteurs d'onde sont toujours les mêmes, mais ce qui change entre les conditions strictes et périodiques, la nx, ny, nz appartiennent à z, et dans le premier cas, ils appartiennent à n étoile. Mais si je remplace avec les vecteurs d'onde, qui ne sont pas les mêmes, bien sûr, d'accord, qui ne sont pas les mêmes, parce que dans le premier cas, c'était pi sur Lx, dans le deuxième cas, c'est 2 fois pi sur Lx, d'accord, mais je tombe sur la même formule concernant la relation qui lie les vecteurs d'onde au carré et l'énergie. Comme les Nx sont des antirelatifs quelconques, les micro-états accessibles au système sont cette fois-ci contenus dans toute la sphère de centre l'origine et de rayon racine de ME sur H bar au carré. Là, on ne va pas compter que les parallélépipèdes qui sont dans l'espace positif, lorsque X est positif, Y positif et Z positif, mais on va faire le compte de tous les micro-états, tous les parallélépipèdes dans l'espace entier. D'accord, dans l'espace entier. Et dans ce cas, quoi est égal le volume du parallélépipède dans l'espace des vecteurs d'onde. D'accord? Dans l'espace vecteur d'onde. Alors, comme j'ai dit ici que K de x est égal à 2 fois pi sur Lx, K de y, c'est la distance qui sépare deux micro-états, K de y est égal à 2 pi sur Lz, K de z, là c'est le côté. Le côté dans le vecteur d'onde du parallélépipède, c'est 2 sur l'axe des x, c'est 2 pi sur Lx, sur l'axe des y, c'est 2 pi sur Ly, sur l'axe z, c'est 2 pi sur Lz. Donc je trouve que c'est 8 fois pi3 sur v. D'accord? Ça, c'est le volume du parallélépipède dans l'espace des vecteurs d'onde. D'accord? Dans l'espace des vecteurs d'onde. Remarquez ici que je trouve 8 fois le volume que j'avais déjà trouvé avec les conditions strictes. D'accord? Et ce chiffre 8, c'est très important parce qu'on va expliquer, là par exemple, pour retrouver les mêmes résultats. Là, le volume, le nombre de micro-états, lorsque l'énergie est inférieure ou égale à E, c'est le volume de la sphère dans 3 dimensions, qui est égal à 4 tiers pi R3, divisé par le volume des parallélépipèdes dans l'espace des vecteurs d'onde. Remarquez que le chiffre 8 ici, je l'ai déjà
Parce que le volume d'un parallélépipède avec des conditions périodiques dans l'espace des vecteurs d'onde, c'est 8 pi 3 sur b, puisque chaque côté n'est pas égal à pi sur Lx, mais cette fois-ci, je compte l'espace entier, d'accord, l'espace entier, et la distance de chaque côté de ce parallélépipède dans l'espace des vecteurs d'onde, c'est 2 pi sur Li, d'accord. Donc, je divise automatiquement par le chiffre 8, sans dire que, comme les conditions strictes, je dois diviser ou je dois prendre que le côté où la sphère est dans l'espace positif. Donc, je calcule directement phi de E, avec le volume de la sphère divisé par le volume d'un parallélépipède dans l'espace des vecteurs d'onde. Et je trouve bien sûr le même résultat, de pi v sur h3 de me puissance 3 demi racine de E, racine de E. Non, c'est la dérivée. Voilà, de me puissance 3 demi. Et la dérivée, c'est-à-dire le nombre de microétats dans l'énergie, y compris entre E plus dE, je trouve aussi le même résultat de pi v sur h3 de m puissance 3 demi racine de E. Alors, on trouve donc, comme prévu, les mêmes expressions pour phi de E et rho de E. C'est-à-dire que je pratique les conditions strictes ou les conditions périodiques, le résultat est le même. D'accord, le résultat est le même. Sauf que pour le cas avec les conditions strictes, c'est un peu compliqué. Je dis un peu compliqué parce qu'on va compter que l'espace positif. Maintenant, on va essayer de généraliser à n particules. D'accord, à n particules. C'est-à-dire, on va prendre un gaz, par exemple, ou un système qui est constitué de n particules qui sont confinées dans une boîte, qui sont enfermées dans une boîte. Alors, pour simplifier un petit peu les choses, là, on ne va pas faire appel aux conditions limites strictes, mais on va travailler directement avec les conditions de périodicité, c'est-à-dire en faisant appel aux conditions limites périodiques, parce que c'est plus facile. D'accord? On va travailler dans l'espace entier. Alors, par analogie avec le cas d'une particule de gaz, le volume accessible dans l'espace des vecteurs d'onde est celui d'une hypersphère, d'accord, puisque je parle de n particules à 3 dimensions, ça veut dire que je parle d'une hypersphère de dimension 3n, d'accord, de dimension 3n, parce que chaque particule, elle est représentée par 3 coordonnées et n particules sont représentées par 3n coordonnées. Mais le rayon, elle reste toujours le même, parce qu'il est lié à la somme des vecteurs d'onde au carré, d'accord, qui est égal à R au carré de ME sur H bar au carré, ou bien R, le rayon R, est égal à racine de ME sur H bar au carré. Et cette fois-ci, on va calculer le volume de cette hypersphère, d'accord, parce que le volume d'une sphère à 3 dimensions, on a dit c'est 4 tiers pi R3, pas de problème parce qu'on l'apprend par cœur, mais on ne l'a jamais démontré. On peut le démontrer. Là aussi, pour le volume d'une hypersphère à 3 dimensions, elle est égale à une constante qu'on appelle C3n fois R puissance 3n, qui est égale à pi puissance 3n sur 2. Cette constante C3n est égale à pi puissance 3n sur 2 sur 3n sur 2 factoriel. Et le rayon, puisque le rayon est égal à 2me sur h bar au carré, puissance 1 demi, puissance 3 demi, ça fait 3n sur 2. Donc voilà quoi est égal le volume d'une hypersphère de 3n dimensions. Et à apprendre par cœur, bien sûr. Le volume d'un parallélépipède dans les conditions périodiques, ça veut dire je prends k de x est égal à 2 pi sur Lx, k de y est égal à 2 pi sur Ly et kz est égal à 2 pi sur Lz. Mais puisque je parle de n particules, je prends le volume de la première particule fois le volume de la deuxième particule fois, jusqu'à la nème particule. Donc le volume d'un parallélépipède pour n particules, c'est 2 pi sur Lx, 2 pi sur Ly, 2 pi sur Lz, puissance n. Ça fait 2 pi puissance 3n sur v puissance n. Et ce v-là, c'est le volume d'un parallélépipède de côté Lx, Ly, Lz. D'accord? Et par conséquent, pour obtenir le nombre de microétats dont l'énergie est inférieure ou égale à E, je cherche phi de E. Phi de E, c'est quoi? C'est le nombre de parallélépipèdes, c'est le nombre de parallélépipèdes
ou le nombre de micro-états contenus dans le volume de l'hypersphère de rayon R. Ça veut dire, je prends ce volume-là, je les divise par le volume d'un parallélépipède pour n particules, et je vais trouver que phi de E, le volume de l'hypersphère, c'est pi puissance 3n sur 2 sur 3n sur 2 factoriel fois 2me sur h bar au carré 3n sur 2, divisé par 2 pi puissance 3n sur Vn. Donc Vn revient au numérateur et 2 pi sur 3n revient au dénominateur. On simplifie un petit peu les choses. 2 pi avec pi, par exemple, je vais obtenir que phi de E est égal à V puissance n sur 3n sur 2 factoriel fois 2 pi me, d'accord, sur h au carré, parce que j'ai remplacé h bar par h sur 2 pi. Pour simplifier, la h bar est égale à h au carré sur 2 pi au carré. 2 pi au carré puissance 3n sur 2, c'est 2 pi puissance 3n, que je peux simplifier avec 2 pi puissance 3n. D'accord? Et ce pi 3n sur 2 que j'ai ici, je peux le faire, le mettre dans les parenthèses ici, et ça donne 2 pi me sur h au carré puissance 3n sur 2. D'accord? Si je veux calculer le nombre de micro-états dont l'énergie est comprise entre E et E plus DE, je dérive phi de E par rapport à A. Donc, tout ça, c'est une constante. Il reste que E puissance 3n sur 2 est égal à 3n sur 2, E puissance 3n sur 2 moins 1. D'accord? Et 3n sur 2 que j'ai ici en numérateur avec 3n sur 2 factoriel au dénominateur, ça donne au dénominateur 3n sur 2 moins 1 factoriel. Parce que 3n sur 2 factoriel est égal à 3n sur 2 multiplié par 3n sur 2 moins 1 factoriel. Je simplifie par 3n sur 2, 3n sur 2, et il reste 3n sur 2 moins 1 factoriel. Si on néglige 1 devant 3n sur 2, bien sûr, lorsqu'on travaille avec des systèmes dont le nombre est énorme, toujours, je le compare avec le nombre d'Avogadro. 1, bien sûr, elle est négligeable devant 3n sur 2, et je peux négliger 1 ici devant 3n sur 2, et là aussi 1 devant 3n sur 2. Donc, j'obtiendrai que ρ de E, c'est V puissance n sur 3n sur 2 factoriel fois h puissance 3n, parce que h au carré puissance 3n sur 2, c'est h 3n, fois 2 pi me puissance 3n sur 2. D'accord? Et bien sûr, ça, c'est dans le cas où je considère que les particules ne sont pas identiques. J'ai trouvé cette formule-là jusqu'à présent, en supposant que les particules ne sont pas identiques. Mais si les particules sont identiques, comme les particules d'un gaz, là, ces résultats vont se révéler inexacts. On va trouver que ce résultat est inexact dans le cas où les particules sont identiques. Et on va expliquer pourquoi. Le principe ergodique, je l'ai déjà expliqué la dernière fois. D'accord? J'ai repris juste l'explication de la résolution de l'équation Schrödinger avec les conditions strictes et les conditions périodiques, parce que c'était pas vraiment détaillé dans le PowerPoint. Alors, dans le cas où je vais essayer de décrire un système classique, lorsque je dis un système classique, c'est-à-dire un système que je peux étudier à l'aide des coordonnées qui sont la position et la vitesse, ou bien l'impulsion. D'accord? Alors, pour un système classique, oui. Question? Y a-t-il une question? Non? Alors, pour un système classique, l'état d'une particule ponctuelle à un instant t0, si je prends un objet quelconque et à un certain instant t0 donné, il doit être caractérisé par sa position Q et son impulsion P, P qui est égale à 1 fois V. Comme on dit, la quantité de mouvement. Si on a affaire à un système constitué de n particules, son état classique instantané, elle est définie par un espace de 6n dimensions. Et cet espace de 6n dimensions, dans le cas classique, on l'appelle espace de phase. Parce que chaque particule, elle est
caractérisé par trois positions, X, Y, Z, par trois impulsions Px, Py, Pz, ou bien Mvx, Mvy, Mvz, d'accord? Et bien sûr, on a 6 coordonnées pour chaque particule. Et si j'ai un système constitué de n particules, la dimension de cet espace, il va être 6n dimensions. Et on appelle cet espace l'espace de phase. Et bien sûr, la dimension de l'espace des phases, il peut être gigantesque. Donc, il peut être très, très grand. Pour un ensemble macroscopique composé, par exemple, d'un nombre d'Avogadro qui est proche de 6 puissance 23. D'accord? Alors, l'espace des phases, je peux le schématiser ainsi. J'ai plusieurs particules que je schématise à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire, là, je fixe le temps. L'instant t est égal à t0, et je vais essayer de chercher quelles sont les positions et les impulsions des particules I. Et les particules I, c'est-à-dire la particule 1, la particule 2, la particule 3, jusqu'à la particule N. Donc voilà comment je peux avoir le schéma de l'espace des phases. Lorsque je dis l'espace des phases, là, comme si je cherche à étudier l'évolution de l'impulsion en fonction de la position. D'accord? J'ai ici la position Q. Là, par exemple, Q de la particule J, c'est QG. Son impulsion, c'est PJ. La particule K, j'ai ici, par exemple, la position QK. Et son impulsion, c'est PK, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est l'ensemble des particules dans le système entier, un instant t est égal à t0. D'accord? Et après, si j'évolue en fonction du temps, bien sûr, là, j'aurai des mouvements pour toutes les particules. Alors, il s'agit donc d'un vecteur à de n composants. Donc, le vecteur que je cherche, c'est 2 fois n composants. La composante sur la position et la composante sur l'impulsion. Le problème est de savoir comment nous allons compter le nombre de microétats accessibles au système. C'est-à-dire, dans ce cas-là, dans un système classique, comment le décrire, comment chercher le nombre de microétats accessibles au système. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Nous faisons l'hypothèse que ce système est isolé. La première des choses, c'est-à-dire qu'on va considérer que notre système est isolé. Qu'est-ce que ça veut dire isolé? C'est-à-dire, il n'y a pas de fuite de particules vers l'extérieur, il n'y a pas d'échange d'énergie avec le milieu extérieur. Autrement dit, son énergie elle est fixée et le nombre de particules elle est fixé. Mais je ne dis pas que l'énergie elle est fixée, c'est-à-dire E est égal à E. D'accord? Mais elle est connue à un certain DE près, avec une erreur près. Au lieu de dire que l'énergie ici est égale à E, mais je peux dire que l'énergie ici est égale à E plus ou moins D de E. C'est-à-dire elle est connue avec une erreur de DE près. Ainsi, les microétats accessibles au système sont tous les couples X pi X. Donc les microétats, c'est quoi? Je prends la particule, par exemple 1, c'est X est égal à Q est égal à X et P est égal à P de X. Voilà le couple de microétat 1. Microétat 2, c'est la même chose. X est égal à X2 et X2, ainsi de suite. Et bien sûr qu'ils doivent vérifier l'équation de l'énergie. Du fait que, je ne sais pas si je le dis ici. Non, je ne l'ai pas dit. Non, parce que normalement, ce sont des particules qui sont libres. Et lorsque je dis des particules libres, l'énergie potentielle, elle est nulle. Donc, il ne reste que l'énergie cinétique. D'accord? C'est pourquoi j'écris ici que E est égal à Px au carré sur 2N. Mais si j'ai l'énergie potentielle non nulle, dans ce cas, je dois rajouter l'énergie potentielle. D'accord? Mais apparemment, je ne sais pas où je l'ai oublié. Normalement, je dois parler d'un système constitué des particules qui sont libres. Ça veut dire libres de se déplacer sans qu'il soit une énergie potentielle qui les lie entre elles.
Donc, il n'y a que l'énergie cinétique. Et l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv au carré. Et si je remplace P de x par mv, bien sûr, là, je tombe sur l'énergie en fonction de l'impulsion. E est égal à px au carré sur 2m. D'accord? Px au carré sur 2m. Dans l'espace des phases, il s'agit en général de l'équation d'une ellipse. D'accord? Parce que, on va le voir après, que lorsque je calcule avec x et p de x, je vais tomber sur l'équation d'une ellipse. En général, on doit trouver une équation d'une ellipse. L'énergie du système étant connue, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est connue à dE près, et les micro-états accessibles au système, lorsque je dis accessible, ça veut dire qu'ils se trouvent avec une énergie qui est comprise entre E plus DE. C'est la densité d'énergie. La densité d'énergie, c'est le nombre de micro-états lorsque l'énergie est comprise entre E plus DE. Alors, à la limite classique sont donc tous les couples de points x, px. C'est-à-dire, je fais le compte de tous les couples x, px de l'espace des phases contenu entre les deux ellipses d'énergie correspondantes E plus DE. Autrement dit, si je trace une ellipse d'énergie E, comme si je trace une ellipse de rayon racine de 2ME. D'accord? Racine de ME. Je dois tracer une autre ellipse de rayon racine de 2 facteurs de E plus DE, parce que le nombre de micro-états accessibles que je cherche, c'est le nombre de micro-états qui existent là, dans cet espace-là, qui est compris entre l'ellipse de rayon de ME, puissance 1,5, et l'ellipse de rayon de ME plus DE, puissance 1,5. D'accord? Voilà le nombre de micro-états que je dois chercher. Mais pratiquement, c'est impossible. C'est pourquoi je cherche tous les micro-états du centre jusqu'à le rayon de ME puissance 1,5. Et ce que je trouve là, c'est-à-dire tous ces micro-états, c'est phi de E, et je dérive phi de E par rapport à E pour obtenir les micro-états qui existent entre les deux ellipses. D'accord? Et bien sûr, nous allons découper l'espace des phases en cellules élémentaires, dont les dimensions sont suffisamment réduites pour qu'aucune grandeur ne varie de façon appréciable à l'intérieur d'une telle cellule. Donc, on va essayer de voir comment on peut suivre l'évolution de ces particules. Bien sûr, si les particules sont des dimensions importantes, je peux les suivre une par une. Mais si les dimensions sont très faibles, bien sûr, là, je dois respecter le principe d'incertitude des Heisenberg. Autrement dit, je vais essayer de découper l'espace en petites cellules, et chaque, par exemple, des cellules carrées ou rectangles, et dans chaque cellule, je vais considérer qu'il y a un seul micro-état, une seule particule. D'accord? Et bien sûr, là, je dois respecter le principe d'incertitude des Heisenberg. Qu'est-ce qu'il dit, ce principe? D'accord? Alors, ce principe, il dit que dx fois dpx, dans la mécanique classique, elle est toujours très, très supérieure à h bar. D'accord? À la limite classique, on est proche de h bar. Et pour le reste, on ne peut appliquer que la mécanique quantique. D'accord? C'est-à-dire, la cellule que je vais créer, ce que j'ai appelé la cellule élémentaire de l'espace des phases, elle est proche de, lorsque je fais par exemple dx, c'est l'erreur que je peux effectuer sur la position, dpx, c'est l'erreur que je peux effectuer sur l'impulsion. Donc, comme si j'ai un petit rectangle, et ce petit rectangle, c'est une cellule élémentaire dans laquelle je vais considérer qu'il va admettre un seul micro-état, et bien sûr, du fait que je dois respecter l'incertitude des Heisenberg, il faut que ce produit-là, c'est-à-dire cette surface de ce rectangle-là, elle est proche de h bar.
Autrement dit, je vais prendre des cellules élémentaires de surface H bar dans lequel je dis qu'il y a un microétat et je vais faire le compte combien j'ai de cellules de dimension H bar et c'est le nombre de microétats dans l'espace des phases. D'accord? Comme j'ai dit ici, il s'agit d'une cellule de dimension dx dpx. Ce sont l'erreur que je peux effectuer sur x et sur l'impulsion. Et cette erreur, bien sûr, ne doit pas dépasser h bar. Tel que deux points de l'espace des phases appartenant à cette cellule se rapportent au même microétat. D'accord? Donc, chaque cellule va se rapporter au même microétat. Je fais le compte d'un seul microétat. Alors, un état quantique a une particule, il va occuper un volume de l'espace de phase égal à h puissance 3. Donc, dans l'espace des phases de 3 dimensions, pour une seule particule, je vais parler d'une cellule de volume H3. D'accord? D'une cellule de volume H3. Parce que là, j'ai pris le cas d'une particule à une dimension qui a composition X et qui a comme impulsion P de X. Mais lorsqu'il s'agit d'une particule qui est représentée dans un espace de 3 dimensions, bien sûr, je vais parler d'un volume de l'espace de phase qui va être égal à H3. Comme si j'ai un cube de longueur H, de largeur H, de hauteur H, dans lequel il va représenter un microétat. D'accord? Ça, c'est dans le cas d'une particule dans un espace de 3 dimensions. Alors, un microétat quantique à n particules occupe donc, c'est-à-dire pour un système de n particules, chaque microétat va occuper un volume de l'espace de phase égal à h puissance 3n. D'accord? Puisque dans un espace de 3 dimensions, il va occuper un volume de H3, égal à H3. Dans un système qui contient n particules, bien sûr, on parle d'un espace de 3n dimensions. Donc, chaque microétat, il va être représenté par un volume de l'espace des phases égal à h puissance 3n. Alors, dans le cas de la mécanique classique, c'est-à-dire lorsqu'on est loin de le produit des deux dimensions, position et impulsion, qui est très très supérieur à h bar, comme dans le cas là, il faut qu'on reste dans les situations ou les incertitudes avec lesquelles sont connues les valeurs de la position et l'impulsion ont un produit supérieur à dx dpx. D'accord? En effet, si on reprend l'exemple des particules d'un gaz parfait qui sont confinées dans une boîte cubique de volume V, d'accord? Nous allons calculer phi de E, c'est le nombre de microétats lorsque l'énergie est inférieure ou égale à E, ρ de E, le nombre de microétats lorsque l'énergie est comprise entre E plus de E, par l'approche classique dans l'espace des phases. À quoi est égal phi de E dans l'approche classique? Je fais l'intégrale sur toutes les positions et toutes les impulsions. Lorsque je dis D3Q, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dx fois dy fois dz. Et D3P, c'est dpx fois dpy fois dpz. D'accord? Là, je prends l'exemple d'une particule à 3 dimensions. Et voilà quoi est égal phi de E. Je fais l'intégrale sur toutes les positions et impulsions. Pour les positions, bien sûr, du fait que ma particule est confinée dans une boîte, comme j'ai dit ici, cubique, de largeur, longueur, hauteur L, donc je fais l'intégrale de 0 à L, de 0 à L, de 0 à L, de dx, dy, dz. Pour dx, c'est L, pour dy, c'est L, pour dz, c'est L. Donc ça fait L3. L3, ce n'est que le volume de notre cube. Il reste l'intégrale triple sur les 3 impulsions, sur l'axe des x, sur l'axe des y, sur l'axe des z. Quelle est la relation qui lie les impulsions à l'énergie? Parce que la condition sur phi de E, c'est quoi phi de E?
Phi de E, c'est le nombre de micro-états lorsque l'énergie est inférieure ou égale à E. D'accord? Autrement dit, ce sont... Voilà, si je reviens ici, je sais ce que je l'ai écrit dans la page précédente. Il dit que du fait que l'énergie, elle est en fonction, pour une dimension, en fonction de l'impulsion, c'est πx au carré sur 2m, mais si j'ai une particule à 3 dimensions, E, l'énergie dans ce cas-là, est égale à px au carré sur 2m, plus p égale au carré sur 2m, plus pz au carré sur 2m. Si je fais passer 2m de l'autre côté, ça donne 2me est égal à px au carré, plus p égale au carré, plus pz au carré. Et ça, c'est quoi? Cette somme au carré, ce n'est que l'équation d'une sphère. D'accord? Là, c'est l'équation d'une sphère. D'une sphère qui a pour rayon racine de 2me. C'est-à-dire, je cherche tous les micro-états dont la somme des impulsions au carré, elle est inférieure ou égale à 2me, c'est-à-dire qu'ils sont contenus dans le volume de la sphère de rayon racine de me. Donc, le volume de cette sphère, puisque je parle de 3 dimensions, est égal à 4 tiers pi r au carré. R, c'est quoi? C'est racine de me. Ça veut dire de me puissance 1,5. Puissance 3, ça fait 4 tiers pi de me puissance 3,5. Suivi par le volume, bien sûr, de du cube. On est d'accord? À la limite classique, du fait que la limite classique où je suis là, je suis proche. Là, j'ai pris tout à l'heure, j'ai calculé tout à l'heure le nombre de micro-états dans l'approche classique, dans la mécanique classique, où je considère que dx et dpx sont très supérieurs à h bar. Mais si je suis proche de h bar, je suis à la limite classique. D'accord? C'est-à-dire, je m'approche un petit peu de la mécanique quantique. Et dans ce cas-là, à la limite classique, la taille d'une cellule élémentaire a 3 dimensions H3. C'est-à-dire, je vais compter, au lieu de compter le nombre de micro-états, je vais compter le nombre de cellules de dimension H3. D'accord? Donc, combien j'ai de cellules de dimension H3 dans cette sphère de rayon R? Le rayon R, c'est phi de E est égal à 4 tiers pi V de ME puissance 3,5 divisé par le volume d'une sphère, pour compter combien j'ai de cellules, afin de dire que c'est le nombre de micro-états lorsque l'énergie est inférieure ou égale à 1. Et ça, je ne peux le pratiquer qu'à la limite classique. D'accord? Qu'à la limite classique, ça veut dire lorsque dx et dy sont proches de h bar. Mais sinon, s'il est très très supérieur à h bar, j'applique cette relation comme dans la mécanique classique. D'accord? Mais ce résultat, je dois le diviser par h3 si je suis à la limite classique. D'accord? C'est-à-dire, je m'approche un petit peu de la mécanique quantique. Et ρ de E, je trouve le même résultat, c'est-à-dire en divisant, en cherchant la dérivée de phi de E par rapport à E, qui donne 2 pi V sur H3 de M puissance 3 demi racine de E. Et bien sûr, là, ce ρ de E, si on en compare avec les résultats qu'on a déjà trouvés avec le calcul quantique, en cherchant E est égal à kx au carré plus k égal au carré plus kz au carré sur 2m, je crois, h bar au carré, je trouve les mêmes résultats. Donc, ce résultat que je trouvais ici, je l'ai comparé au calcul quantique, mais en prenant en compte les effets quantiques. Lorsque je dis les effets quantiques, ça veut dire en respectant l'incertitude d'Eisenberg. L'incertitude d'Eisenberg, il dit que dx, dpx, il doit être proche de h bar lorsque je suis à la limite classique. Donc, je dois chercher combien j'ai de cellules de volume H3 et c'est le nombre de micro-états. Donc, si je compare cette relation avec celle qu'on a déjà trouvée à l'aide du calcul quantique, on trouve le même résultat. Mais à condition qu'on doit prendre en considération les effets quantiques. Les effets quantiques, ça veut dire en respectant l'incertitude des Eisenberg. Ça, c'est le cas d'une particule à 3 dimensions. D'accord? Mais dans le cas où j'ai n particules, bien sûr, le nombre de cellules, cette fois-ci,
dans une hypersphère de rayon R, il devient, la première des choses, je dois diviser par le volume, comme j'ai dit ici, le volume des... Voilà, c'est le volume de l'espace des phases à 3n dimensions. Donc la première des choses, pour chercher le nombre de microétats, je dois diviser par H3n, et le reste, je fais l'intégrale comme ici, l'intégrale sur les positions et les impulsions. Et là, c'est le cas d'une particule à 3 dimensions, et là, c'est le cas de n particules à 3 dimensions. Lorsque je dis n particules à 3 dimensions, ça veut dire, par exemple, le premier, qu'est-ce que D3n cube? Ça veut dire j'ai 3n positions. La première position, pour la première particule, j'ai dx1, dy1, dz1. La deuxième particule, j'ai dx2, dy2, dz, ainsi de suite. Jusqu'à la nème particule, j'ai dxn, dyn, dzn. Donc la somme, c'est 3n positions. Je fais l'intégrale 3n fois. La même chose pour l'impulsion. Je vais intégrer sur les impulsions de la première particule px, py, pz, la deuxième, la troisième, la nème. Donc, du fait que les positions, les impulsions sont indépendantes, donc je peux chercher l'intégrale, là c'est l'intégrale 3n fois. C'est pas l'intégrale simple, hein? C'est 3n fois. Là, comme vous voyez ici, c'est l'intégrale triple parce que j'ai 3 dimensions, x, y, z, mais là c'est l'intégrale 3n fois parce que j'ai 3n positions. D'accord? Remarquez ici que si je fais le produit de du Q1x, du Q1y, du Q1z, c'est quoi? C'est le volume du parallélépipède ou du cube de la première particule. Là, c'est le volume de la deuxième particule. Là, c'est le volume de la nème particule. Si je fais le produit de tous ces volumes, je vais trouver V puissance n. D'accord? V puissance n. Parce que chaque particule, elle est confinée dans une boîte, que ce soit cubique ou parallélépipédique, de volume V. Mais l'intégrale sur les impulsions, je sais aussi que, qu'est-ce que je cherche? Le nombre de microétats lorsque l'énergie est inférieure à la E. Autrement dit, je sais que l'énergie à quoi est égale dans ce cas-là, du fait qu'il s'agit ici des particules libres, ça veut dire qu'il n'y a que l'énergie cinétique, et E à quoi est égale? Est égal à P1 au carré, P1x au carré sur 2m, plus P1 égal au carré sur 2m, plus P1z au carré sur 2m, plus P2x au carré sur 2m, ainsi de suite jusqu'à Pnz au carré sur 2m. Si je fais passer 2m de l'autre côté, je vais obtenir l'équation d'une sphère. Ce n'est pas d'une sphère, mais d'une hypersphère à 3n dimensions. D'accord? À 3n dimensions. À quoi est égal le volume? Et là, je cherche le volume, parce que j'ai fait le produit de toutes les coordonnées des impulsions de toutes les particules. Donc, je cherche le volume. محمد عندك 16 حاجة. C'est bon, je peux continuer? S'il vous plaît le micro. ما كنسمع والو، ما وقفتش الميكرو ما غادي نسمع والو. طالب محمد واقيلا بغا يسولك على شي قلت لك عنده صداع. عندك محمد عندك صداع بزاف. مرحبا، كاين شي سؤال؟ ديزولي انا في قهوه، ديزولي جبتني في قهوه فهمتي. قلت لك شنو هو ماشي مشكل، عندي الصوت ديالك باش نسمع. قلت لك شنو هو، شنو قصدتك بالفيسفير؟ شنو قصدت ب فيسفير اس ان فيسفير والله ما كنسمعك مزيان. شنو قصدتي باش فهمتي؟ une sphère, d'accord.
غادي نرجع شويه للور واخا داكور اوكي. Là, lorsque j'ai une particule à 3 dimensions, comme si je fais le compte de tous les micro-états qui appartiennent au volume d'une sphère, la sphère c'est l'équation d'une sphère, d'accord, à 3 dimensions. C'est l'équation d'une sphère à 3 dimensions qui est égale à R au carré, d'accord. L'imagine est égal à R au carré c'est 2ME, d'accord, 2ME. Dans ce cas, je cherche le volume de cette sphère. Et le volume de cette sphère à 3 dimensions, c'est quoi? C'est 4 tiers pi R3, où R roi racine de ME. D'accord? Une sphère pour 3 dimensions. Mais le problème se crée lorsque j'ai 3n dimensions. هنا فهمت غنكتبوا مثلا بي اكس او كاري بلس بي ايغال او كاري بلس بي زد او كاري اللي يكون عندنا 3 ديمونسيون. هنا عندنا 3 ان كوردوني. هنا عندنا كما قلت هنايا بي 1 اكس او كاري بلس بي 1 ايغال او كاري plus P1Z au carré, plus P2X au carré, etc. Donc, la somme de tout, la somme sur I de Pi au carré, la somme de P1 X حتى P3NZ. D'accord? أنا عندي 3N coordonnées. وهاد la somme des carrés des coordonnées, c'est une hypersphère. Il y a l'équation d'une hypersphère. علاش كنقولوا une hypersphère? لأن ce n'est pas une sphère à 3 dimensions, le volume ديالها كيساوي 4 tiers PR3, mais le volume ديالها كيساوي c'est 3N puissance fois R puissance 3N. Le volume de cette hypersphère. Lorsque j'ai une sphère à 3n dimensions. D'accord? À 3n dimensions. Est-ce que ça veut le volume de l'hypersphère? À la limite classique, on doit diviser par les volumes de la cellule H3n pour respecter l'incertitude des Heisenberg. Et on a le volume d'un cube, par exemple, puissance n, puisqu'il s'agit de n particules, V puissance n sur H3n fois le volume de l'hypersphère. D'accord? Là, j'ai traité que le cas où, je l'ai déjà signalé au début, que le cas où les particules ne sont pas identiques. D'accord? Dans le cas qui sont identiques, je dois rajouter quelque chose. Le paragraphe suivant. C'est bon, j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, d'accord, merci. Alors, dans le cas où les particules sont identiques, on ne peut pas discerner ou la distinguer entre une particule et une autre. Ainsi, il faut tenir compte du nombre de places ou le nombre de combinaisons que peut prendre chaque particule. Et là, je l'ai expliqué ainsi. Vous avez la particule 1. On a la position P1 ou l'impulsion P1. Donc, on a la position Q1, on a l'impulsion P1. La particule 2, on a la position Q2 ou l'impulsion P2. La particule 3, on a la position Q3 ou l'impulsion P3, ainsi de suite. Jusqu'à la particule N, on a la position N, QN, pardon, ou l'impulsion PN. Si on respecte يعني particule 1 هي الاولى 2 هي الثانيه اكسيتيرا وكيكون عندنا ان سول كومبينيزون ولكن ما نقدروش نعرفوا فين لا بارتيكول 1 فين 2 اكسيتيرا دي فيت كي سون ايدونتيك دونك هادو اذا قلبناهم مع بعضهم on va trouver que il y a n place بحال l'exemple اللي عطيتكم في la probabilité j'ai par exemple n personnes qui vont prendre n chaises donc la première personne a le choix de n la deuxième, etc., etc., etc. D'accord? Donc, هنا شحال كيكون عندنا ديال لي كومبينيزون. إذا شبرت هاد لا بارتيكول 1 شبرت لا بوزيسيون دو لا بارتيكول 2, la particule 2 شبرت لا بوزيسيون دو particule n, etc. Donc, on va avoir n places, on a n combinaisons. D'accord? من بعد مثلا Q1 P1 خدا لا بلاص ديالو.
كان يمكن ياخذ لا بلاس ديال البارتيكول 2 يمكن ياخذ لا بارتيكول 3 يمكن لا بارتيكول n etc. Donc il a eu n places ولا n choix. مثلا البارتيكول 1 عندها n choix. D'accord. Donc ce كيبقى la particule 2 كيبقى له déjà واحد le choix a été déjà fait كيبقى له n-1 choix. Pour la particule 3 كتبقى لها n-2 choix. La particule n كيبقى لها un seul choix. Donc le nombre total de combinaisons, dans ce cas-là, je dois faire le produit. N fois n-1 fois n-2, etc. fois 1. Et ce produit-là, ce n'est que n factoriel. Un nombre total de choix que je peux faire avec des particules qui sont identiques, c'est n factoriel. يعني بحال اللي كنحسب n factoriel choix. اللي كنحسبهم بزاف المرات كيتعاودوا لي. وبعد كيتعاودوا داك لي choix avec les combinaisons. Donc, dans phi de E, je dois diviser par n factoriel. Le résultat que je trouve, je dois le diviser par n factoriel. Donc, je fais la même démonstration que tout à l'heure pour n particules à n 3n dimensions, qu'on charge phi de E, voilà qu'il y a phi de E, si les particules ne sont pas identiques. Donc, ils sont identiques, il y a n factoriel fois. etc. C'est pourquoi que phi de E, le nombre de micro-états, lorsque l'énergie est inférieure ou égale à E, dans le cas où j'ai des particules identiques, je dois diviser par n factoriel. C'est le résultat que je dois prendre. D'accord? Donc phi de E ici est égal à 1 sur n factoriel, h puissance 3n, et bien sûr, je dois faire l'intégrale aussi sur toutes les positions, 3n positions, et toutes les impulsions, 3n impulsions. La même méthode, d'accord? Voilà que je dois diviser le résultat par n factoriel. Parce que les particules ici sont identiques. On me dit qu'un gaz, d'une façon générale, les particules sont identiques. Lorsqu'on a un système qui est le gaz, bien sûr, toutes les particules sont identiques. Je ne peux pas distinguer entre une molécule et une autre. On a un atome et un autre. D'accord? On a un électron et un autre. Donc, toutes les particules, pour un gaz, sont identiques. Donc, le phi de E, je dois diviser ce résultat-là par n factoriel. On est d'accord? Alors, généralisation au problème analogue. Je sais que les méthodes de description mathématique développées dans le cadre de la physique statistique ont trouvé des applications dans pratiquement tous les domaines de la physique moderne et de la chimie. Dernière fois, comme le nombre de micro-états dans le cas quantique, qui va en chimie pour chercher le nombre maximum d'électrons que je peux avoir sur la première couche, sur la deuxième couche, sur la troisième, ainsi de suite. D'accord? Ainsi que la physique statistique peut être appliquée dans l'économie, dans les sciences humaines, comme vous avez vu dernière fois dans l'informatique, etc. Pardon, dans la science de l'information, ainsi de suite. Alors, bien sûr, la physique statistique, il distingue nettement les différentes distributions statistiques des états microscopiques d'un système à l'équilibre, suivant la situation physique dans laquelle est placé ce système. Avant d'étudier n'importe quel système avec la physique statistique, la première question qu'on doit se poser, quel est ce système? D'accord? Quelle est la nature de ce système? Parce que pour chaque système, on doit appliquer une autre manière. Pour un système isolé, où l'énergie et le nombre de particules sont fixes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie au nombre de particules avec l'extérieur, on doit appliquer ce qu'on appelle l'ensemble microcanonique. Donc la méthode qu'on va faire appel pour l'appliquer pour un système isolé, c'est l'ensemble microcanonique. Pour un système fermé, c'est-à-dire lorsque j'ai un système qui est en contact avec un thermostat, dont la température est imposée, mais le nombre de particules est fixé, là, lorsque je dis le système en contact avec un thermostat ou lorsque je dis le système est fermé, ça veut dire qu'il peut échanger de la chaleur avec le milieu extérieur, mais jamais le nombre de particules, mais jamais la matière. D'accord? Jamais la matière. Et dans ce cas-là, dans le cas d'un système fermé,
je dois appliquer ce qu'on appelle l'ensemble canonique. Et dans le cas où j'ai un système ouvert, lorsque je dis un système ouvert, ça veut dire que c'est un système qui peut échanger en même temps l'énergie et la matière. Autrement dit, comme si j'ai un système qui est en contact avec un réservoir d'énergie, qui va lui imposer sa température, et un réservoir de particules qui va lui imposer son potentiel chimique. Ça, on va le voir après. Mais qui m'intéresse ici, que le système est ouvert, donc je peux avoir un échange d'énergie et de matière en même temps, d'accord? Et dans ce cas-là, je dois faire appel à l'ensemble grand canonique. Donc, il y a une grande différence entre l'ensemble microcanonique en physique statistique, l'ensemble canonique et l'ensemble grand canonique. Ce qu'on va voir dans le chapitre suivant. D'accord? Qu'on va voir ensemble la semaine prochaine, Inch'Allah. Avant de vous quitter, y a-t-il des questions? سيد واحد الكيسيون الا البيداغوجي اللي ماشي مزيان واش نقدروا يكونوا امتحانات وهذيك الاداره انا ما نقدرش نجاوبك على هذه ما نقدرش نعرف فويا غنوقفوا لي كور فويا غيكونوا امتحانات اوكين ايدي بحال اللي كتقول لي فويا غيوقف هذا الفيروس ما نقدرش اوكي سد نعم بالنسبه لديك الفيديو ديالي البارح ملي كندخلوا له في الموديل ما كيبغيش يخدم كيقول لك اوتوريزاسيون شي حاجه لان ما عندكش لادريس انستيتيسيون لا عندي عندك انا طلقت كل شيء وسمعت كاين شي باج فيسبوك اللي فيها لي فيديو كاملين ديال اس 5 كاملين انا عندي ادريس انستيتيسيونيل وكنحضر ولكن ما كيبغيش يتيليشارجيها لي واخا سرد لي ان ميساج بار ميل ونشوف الكا ديالك داكور واخا